Bienvenue à l'ESSEC. Nous sommes très très heureux et fiers d'accueillir aujourd'hui Gilles Jouannet, président du comité économique des produits de santé. Je tenais à saluer également la présence du professeur Lost et également du partenariat que nous avons avec l'Université Paris-Descartes sur ce programme qui a rendu cette conférence possible. En deux mots, pour essayer de présenter votre trajectoire, aussi brillante qu'insolite, vous êtes Sciences Po, diplômé de l'ENA. Vous avez occupé la direction de la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous êtes magistrat à la Cour des comptes. Vous avez également été ou occupé des fonctions de directeur général délégué aux AGF, donc dans le secteur privé. Et vous occupez en fait la présidence du CEPS depuis le 2011. L'objectif de cette conférence, qui va durer 45 minutes, suivie ensuite d'environ 45 minutes de débat et de discussion avec l'auditoire, c'est surtout de comprendre la vision que vous avez pour le CEPS, pour le prix du médicament en France, pour son évaluation, et également pour la compétitivité de la France par rapport à d'autres instances évaluatrices, notamment en Europe. Vous êtes face à un public d'une cinquantaine, on va dire, de diplômés ou de jeunes diplômés qui connaissent ce système, mais qui, je pense, sont vraiment désireux de comprendre comment vous souhaitez aujourd'hui déterminer cette vision et cette trajectoire pour la France. Je vous remercie encore de votre participation, Monsieur le Président. Merci. Donc on va parler de politique du médicament et de son évolution. Et je développerai 3 points. Le premier point est que c'est une politique singulière au sein de la politique de santé, d'accès aux soins, d'assurance maladie. Le second point, c'est que c'est une politique qui est fondamentalement conventionnelle, contractuelle. Et le troisième point, c'est que c'est une politique qui a atteint son but, ce qui naturellement, du coup, exige qu'elle soit redéfinie. D'autant plus que le succès dans le domaine de la santé en matière de politique suivie étant assez rare, on a toujours certaines difficultés à reconnaître ce succès, faute d'en avoir l'habitude. Alors, une politique singulière, je crois qu'on peut dire vraiment que le secteur du médicament, dans l'ensemble de l'offre de soins et de la rencontre entre l'offre et la demande de soins, est radicalement différent du reste. C'est-à-dire, au fond, de l'offre hospitalière, de l'offre libérale, de l'offre médicale, biologie, paramédicaux, ce que vous voulez. D'abord parce que c'est le seul segment de l'offre de soins qui est mondialisé. On pourrait dire un tout petit peu également les équipements lourds, radiologiques, mais ça finit par être ténu. Tandis que là, nous avons quand même 25 milliards d'euros. Et c'est 25 milliards d'euros qui relèvent d'une offre de soins qui est mondialisée. Il n'est pas pensable. Et je crois que c'est un facteur de régulation sur lequel je reviendrai. Il n'est pas pensable que l'offre de médicaments en France soit notablement différente de celle qu'elle est dans les autres pays développés. Alors, c'est un point d'ailleurs que le médicament partage avec les dispositifs médicaux. D'ailleurs, le comité économique des produits de santé s'occupe à la fois des médicaments et des dispositifs médicaux. Mais j'y reviendrai dans un instant, c'est le seul point commun, le fait que l'offre soit mondialisée. Après, tout les sépare, ces deux secteurs-là. Parce qu'il est mondialisé, ou pour d'autres raisons qui m'échappent, même si je les recherche depuis 30 ans, c'est le seul secteur qui est précisément et régulièrement évalué. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a l'évaluation, l'assessment en termes de sécurité sanitaire qui va être fait par l'IMA ou l'ANSEM. Enfin, oui, principalement en termes de sécurité sanitaire, mais enfin, quand vous regardez la loi médicaments, vous voyez que les compétences de l'ANSEM sont plus vastes et aussi peut-être plus floues. Il y a la HAS qui va s'intéresser à l'efficacité et le CEPS qui finalement va s'intéresser à l'efficience, en rapprochant cette efficacité qu'il a toute compétence pour la réformer, la modifier s'il l'estime nécessaire, et va fixer en fonction de cela un prix.
Cette évaluation et cette évaluation régulière, vous savez que la loi oblige à évaluer tous les 5 ans les DM et les médicaments, se distingue radicalement des autres évaluations existantes dans le système de soins par le fait que c'est une évaluation qui a des conséquences concrètes. Hein. C'est-à-dire qu'il va en résulter dans un premier tri l'obtention d'un SMR, d'un service médical rendu, et dans un deuxième tri, dans une deuxième évaluation, un niveau d'amélioration du service médical rendu. D'accord ? Un SMR insuffisant menant théoriquement et de plus en plus réellement, effectivement, au déremboursement ou à la non prise en charge quand c'est un produit nouveau. Ce n'est absolument pas le cas de l'accréditation et de la certification des hôpitaux et des libéraux. Un hôpital non certifié continue de soigner. L'idée même qu'un praticien libéral ne soit pas accrédité relève d'un terrorisme torride absolument impensable. Par construction, en France, tous les hôpitaux sont bons et tous les libéraux sont bons. Ce qui vous montre quand même des rémanences d'approches paradisiaques d'un secteur d'activité qui, évidemment, ne correspondent pas à l'intérêt du consommateur de soins, absolument pas. Mais par contre, correspond à l'intérêt de l'opérateur, qui soit fournisseur de soins, gestionnaire de clinique. Ce secteur du médicament, qui est donc un secteur mondialisé, qui est un secteur évalué, se distingue, je veux en dire quelques mots, des dispositifs médicaux de 4 façons. La première, et pour nous, CEPS, c'est quelque chose d'assez acrobatique à vivre, au fond, parce que le jeudi, nous traitons des médicaments, fixation du prix, le mardi des dispositifs médicaux, et en tant que président, j'ai 2 postures très différentes. Et je suis contraint d'avoir des postures très différentes. Pourquoi ? D'abord parce que les dispositifs médicaux ne bénéficient pas d'un système d'information. D'ailleurs, il faut être très clair, on ne sait pas combien il y a de dispositifs médicaux. Certains disent 200 000, d'autres 400 000. Les deux ont sûrement raison, tout dépend de la définition qu'on va prendre. Donc il n'y a pas de système d'information, il n'y a naturellement pas de recensement, il n'y a pas de codage, il n'y a pas de liste des fournisseurs, il n'y a pas de traçabilité des dispositifs médicaux, sauf la minorité qui rentre sur le marché par un processus d'évaluation, par la CNIDIMS, qui est l'équivalent de la Commission de la transparence à la Haute Autorité de Santé. Mais c'est la minorité. La vieille et classique voie d'entrée sur le marché, c'est ce qu'on appelle le marquage CE, l'inscription en ligne générique, qui est une entrée purement déclarative. L'industriel déclare que voilà, il s'agrège à une ligne de produits déjà existante. Et tout s'arrête là. Alors naturellement, on pourra en reparler éventuellement, mais ce n'est pas votre sujet direct. On cherche quand même à améliorer ces choses, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il y a donc une première grosse difficulté, c'est l'absence de SI. Et la deuxième grosse difficulté, c'est qu'au fond, il y a une approche tout à fait différente entre une approche du produit et de son insertion sur le marché, tout à fait différente entre le médicament et le dispositif médical. Le médicament, la première contrainte, le premier impératif, c'est la sécurité. Alors bon, il y a le primum non nocere, il y a les études cliniques, il y a le bénéfice-risque, etc. Vous connaissez tout ça, avec les évolutions que connaissent la pondération de ces différents critères. Les DM, c'est pas ça. Les DM, le premier critère, c'est l'innovation. Est-ce que ce dispositif médical apporte quelque chose et est-ce qu'il est effectivement innovant? Est-ce qu'il y a une innovation thérapeutique? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ce que je peux vous dire, pourquoi une telle différence? Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que si on appliquait au secteur du dispositif médical les mêmes contraintes de remplissage, de respect de normes, de remplissage de dossiers,
de preuve de non-nocivité du produit, si on leur appliquait les mêmes contraintes qu'aux médicaments, les dispositifs médicaux disparaîtraient en tant que secteur à 90%. Pourquoi? Parce que il y a un effet de taille des entreprises. Ce sont des entreprises souvent de taille très réduite. C'est ce que j'appelle les DM de garage, vous savez, comme les Bordeaux de garage, qui sont parfois très bons d'ailleurs. Hein, et souvent, le DM, il est fait par un mec et sa belle-mère, et puis il vous sort un truc très malin, très intelligent, mais enfin, ça a été fait à côté de la cuve à fioul, et non loin du chien, qui s'intéressait d'ailleurs aux expérimentations du DM. Bon. Donc si vous commencez à demander à ce bonhomme un dossier comme ça, type AMM, il ferme boutique. Et c'est extrêmement intéressant en termes si vous voulez, de problématiques, notamment pour les politiques, parce que bon, la problématique subliminale pour le médicament, c'est quoi? C'est je vais avoir un bénéfice à la consommation de ce médicament, et finalement, il n'y aura pas de risque. Il y aura très peu de risques. Si vraiment il y a un risque, une exception, ou alors c'est Mediator, c'est quelqu'un qui est très méchant. Enfin bon, mais il est très méchant, il y en a heureusement très peu. Hein. Donc voilà, le bénéfice l'emporte par construction sur le risque, et l'emporte très largement sur le risque. Sur le dispositif médical, si vous voulez beaucoup d'innovation, vous êtes obligé de faire un filtre, un screening très light. Et si vous faites un screening très light à l'entrée sur le marché, vous prenez des risques. D'accord? Donc il n'y a pas d'innovation sans une dose élevée de risque. Et la découverte de cette réalité désagréable par les politiques les a conduits très prudemment, d'ailleurs, à ne pas prendre de décisions précipitées. Et à ne pas dire, par exemple, nous allons supprimer l'entrée directe sur le marché par l'inscription de ligne générique, et on va tout mettre en marque cachée, en inscription de nom de marque. C'est-à-dire tout va passer par l'HAS. Parce qu'ils se sont parfaitement rendus compte que ça allait assécher complètement l'innovation. Et je dis ça d'autant que le troisième point de différenciation entre le médicament et le dispositif médical est un point absolument essentiel que généralement on méconnaît, c'est le taux de rotation des produits, hein, l'espérance de vie des produits. Au fond, vous prenez les grandes classes thérapeutiques, les IPP, les sartans, ce que vous voulez, les statines, tout ça, on les a depuis 20 ans, 25 ans, et on les a encore pour longtemps. Dans les DM, notamment les DM implantables et les DM électroniques, ça se confond assez largement, mais pas totalement, l'espérance de vie du produit est de 2 ans. D'accord ? Au bout de 2 ans, il y a un nouveau modèle qui sort et qui est effectivement plus performant. Ce qui veut dire, vous voyez que d'ailleurs, il en découle d'une série de conséquences. Par exemple, la question de la générication pour les dispositifs médicaux ne se pose pas. Un DM qui a 10 ans est un DM mort. Ou alors les DM qui ont 10 ans sont des DM qui sont complètement éprouvés, autant que leurs consommateurs. C'est-à-dire la béquille. Bon, l'évolution technologique de la béquille est au point mort depuis longtemps. À l'usure, on a fini par savoir faire. Donc il n'y a pas de marché de la générication. D'accord ? Et puis quatrième différenciation majeure que j'ai évoquée, je n'y reviens pas beaucoup, c'est la taille des entreprises. Les plus grosses, c'est des nains de jardin à l'échelle pharmaceutique. Il y a Urgo, il y a Medtronic, il y a Edwards, et encore, c'est pas gros du tout, quoi. Voilà, c'est des entreprises qui sont de taille très réduite. Par contre, ce caractère un peu fractionné du marché et le taux de rotation extrêmement rapide des produits devrait conduire à avoir des benchmarks européens, des études post-inscription à l'échelle européenne, d'autant plus qu'il y a souvent des populations cibles extrêmement faibles, extrêmement réduites. Et la conscience de ce bénéfice d'une approche européenne existe, mais on n'en est pas encore à le faire. Hein, pas encore. Je pense que c'est un point d'avenir très important. Voilà. Donc la question qui se pose, si vous voulez, sur la politique singulière, c'est au fond, est-ce une politique d'avant-garde? Est-ce que le médicament ouvre la voie à ce que sera demain une politique d'évaluation
de la valeur ajoutée hospitalière, de l'offre de soins libérale, des paramédicaux, etc. Est-ce que demain, l'accréditation et la certification, qui ont quand même été créées maintenant en 1996, hein, mais qui n'ont pas de barreau éliminatoire, hein, puisque n'emportent absolument aucune conséquence dans le droit à exercer son art, est-ce que demain, il y aura un barreau éliminatoire? Il est en tout cas intellectuellement intéressant et peut-être interpellant pour certains de savoir que dans le système français de soins, il y a des dispositifs d'évaluation qui coexistent, les uns avec un barreau de l'échelle éliminatoire et les autres pas. Ça relève donc de deux logiques différentes qui peuvent éventuellement se percuter. Voilà pour le premier point, et on y reviendra naturellement. Oui, quelques mots quand même sur l'évolution nécessaire et en route. Ce que nous cherchons à faire, c'est rendre plus transparent l'évaluation bénéfice-risque et donc les fondamentaux de la fixation du prix du médicament. Hein. Et de ce point de vue-là, l'articulation entre le comité économique en aval et la commission de la transparence en amont est tout à fait capitale, parce que nous allons partir de l'avis de la commission de la transparence. Demain, d'ailleurs, avec la loi médicaments, on partira également, éventuellement, dans certains cas, de l'avis de la commission économique et de santé publique, CESP, là, je suppose que c'est ça, enfin la commission Lise-Rochex, quoi. Nous allons partir donc de leurs évaluations et nous allons discuter avec l'entreprise. Je vais y venir juste après. On a beaucoup reproché, notamment au moment de l'affaire du Mediator, et singulièrement les parlementaires, hein, ont beaucoup reproché au CEPS d'être opaque. Et la politique qui a longtemps été suivie par mon prédécesseur, que j'aurais suivie, parce qu'elle a été très efficace, mais qui, je crois, maintenant doit faire place un peu à autre chose, un peu. C'était la politique de la petite maison dans la prairie. Quoi. Petite maison dans la prairie, je fais ma petite tambouille, j'ai ma lettre de mon cahier des charges fixée par les ministres, et puis moins je cause, plus je suis heureux. D'accord ? Et c'était bien, et ça s'est bien passé. Et ça, on verra ensuite, ça a obtenu de gros succès, je crois. L'ennui, c'est que le jour où il y a une affaire type Mediator, qui, vous voyez bien, est une affaire qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'avant, il y a eu le Vioxx, et puis c'était en toile de fond de transfusion sanguine 20 ans auparavant. Bon. ESB, en fait, tout ce que vous voulez. Il ne faut jamais porter atteinte à la magie. Or, le médicament, dans l'esprit de Mme Michu, c'est magique. D'accord ? Et on ne peut pas porter atteinte à la magie. On peut modifier un impôt. Un impôt n'a jamais rien de magique. Bon. Et la magie, il ne faut pas y toucher. Et donc, toutes ces affaires ont créé dans l'opinion publique un ébranlement extrêmement important. Et du coup, chez les parlementaires, par exemple, suspicion, mais qu'est-ce que fait ce comité économique? Là, il remet plein de pognon, puis alors il fait un prix, mais c'est pas le vrai prix parce qu'il y a des remises. Qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Et donc, on a essayé, Jean-Luc Arousseau, président de la HAS et moi-même, d'instaurer des règles qui rendent le système plus transparent. Le point clé à cet égard, c'est la capacité, le droit qui a été reconnu par le Conseil d'État, le droit du CEPS de réformer l'évaluation de la commission de la transparence. C'est-à-dire le CEPS a parfaitement le droit de dire la commission de la transparence a dit que c'était un ASMR 5, mais moi je trouve que c'est un ASMR 4. Et donc je vais fixer un prix d'ASMR 4. D'accord ? Et avant ça se faisait comme ça. Voilà, comme ça. Et nous avons donc décidé que ça ne se ferait plus comme ça. Ça se ferait avec une information motivée, écrite et motivée à la commission de la transparence et publication dans le rapport d'activité du CEPS. À chaque fois que nous réformons un avis de la CNEDIMS ou de la CT, nous l'inscrivons, nous le disons, et nous surtout, nous le motivons. D'accord ? On l'a fait déjà plusieurs fois sur la CNEDIMS, on ne l'a pas encore fait sur la CT, mais on a failli, il y a 15 jours.
Bon, donc c'est quelque chose qui arrivera et qui, à mon avis, peut créer une tension vertueuse. C'est-à-dire que si on réforme, on est bien obligé de motiver très très sérieusement, très très rigoureusement. Et d'un autre côté, si on réforme en ayant motivé, la commission de la transparence se trouve face à une nouvelle contrainte. C'est une contrainte désormais, après cette réformation, contrainte de justification de ces avis. Donc, c'est un premier point et la publication, évidemment, de ces motivations, de ces réformations, est un point aussi très important. Il y a deuxièmement comme évolution le changement des critères que Jean-Luc Caruso appelle de ses voeux pour des critères d'évaluation du médicament par la commission de la transparence. Mais je n'ai pas très bien compris s'il voulait en fait faire basculer le service médical rendu sur l'ANSEM ou s'il voulait le fusionner avec l'amélioration du service médical rendu. Si j'ai pas très bien compris, c'est que j'ai pas passé beaucoup de temps, et si j'ai pas passé beaucoup de temps, c'est parce que ça m'intéresse pas vraiment. Et ça m'intéresse pas vraiment, pourquoi? Parce que nous, le critère absolument clé, c'est l'amélioration du service médical rendu. Le service médical rendu, donc le niveau intrinsèque d'efficacité du médicament, pour nous, c'est un prérequis, c'est tout. Soit il y a un service médical rendu, et à ce moment-là, il faut lui fixer un prix parce qu'il va être remboursable. Soit il n'y a pas de service médical rendu, donc c'est assez binaire, donc c'est pas quelque chose qui nous creuse la tête. D'accord ? Mais en tout cas, c'est un point auquel Jean-Luc Caruso tient beaucoup. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il tient beaucoup aussi, même s'il en parle moins, la réforme de la gouvernance de la HAS, parce qu'au fond, la HAS est dans une situation assez singulière où les commissions de la transparence et de la CNEDIMS, dispositifs médicaux, ne sont pas sous l'autorité du collège et du président. Ce sont des commissions qui sont indépendantes et qui se trouvent être dans le même immeuble, ils partagent la cantoche. Les présidents des commissions sont membres du collège de la HAS, mais ce lien n'est pas clair. Et donc, le président de la HAS souhaiterait qu'il soit plus clair et plus logique, c'est-à-dire qu'il y a une véritable autorité de la HAS, président et collège, sur les commissions. D'accord ? Et puis le troisième point que souhaiterait Jean-Luc Caruso, et moi aussi d'ailleurs beaucoup, parce que je crois que ça nous aiderait considérablement, c'est que la HAS bénéficie d'une lettre d'orientation ministérielle. On dit souvent qu'il ne peut pas y avoir de lettre d'orientation ministérielle à la HAS parce que la HAS est indépendante. Mais cette réflexion qui n'est même pas... Enfin, c'est paresseux, c'est une réflexion qui est paresseuse. La HAS est indépendante, bien entendu, mais enfin, des rumeurs insistantes, et notamment d'origine constitutionnelle, disent que le gouvernement, et le gouvernement seul, représente l'intérêt général. Or, personne n'a jamais prétendu que la HAS était indépendante de l'intérêt général. Il ferait beau voir. Donc, que le gouvernement, par lettre d'orientation ministérielle, dise voilà les critères d'évaluation du médicament, voilà comment vous les pondérez, c'est pas son droit, c'est son devoir. Il est responsable de la politique de santé publique, il est responsable des choix à faire en matière d'allocation de ressources. Et ça aiderait grandement la commission de la transparence à résister à la pression d'une opinion qui, aujourd'hui, manifeste de plus en plus souvent d'aversion au risque au détriment de l'innovation. Et puis, ça permettrait une cohérence plus grande. Par exemple, la commission de la transparence ne prend pas en compte aujourd'hui, elle l'a fait dans le passé, mais elle ne prend pas en compte aujourd'hui le critère de praticité. Nous le prenons en compte au CEPS. Nous le prenons en compte. Nous considérons que le critère de praticité est un critère de valorisation du produit quand cette praticité va permettre d'améliorer l'observance. Voilà. Et vous voyez que c'est toujours la question de la performance. Si sur une boîte de 30, grâce à la praticité, il y en a 5 de moins qui passent à la poubelle, c'est bien. Voilà.
Mais dans ce cas-là, ça serait pas mal aussi que les pouvoirs publics prennent position. C'est pas sûr que ça se fasse. C'est pas sûr que ça se fasse. Parce que regardez le CEPS. Il y a eu une première lettre d'orientation en 99, puis une en 2002, puis une en 2003 ou 4, je ne sais plus, une en 2006. Et depuis 2006, il n'y en a plus. Alors, il y a deux interprétations possibles. La lettre d'orientation de 2006 représente un achèvement. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà, elle est parfaite. C'est la perfection littéraire des orientations ministérielles. C'est concevable. C'est concevable. C'est pas tout à fait mon opinion, mais je conçois, je respecte beaucoup ceux qui pensent ça, donc un cadre un peu bisounours. La seconde interprétation, elle est évidemment un peu plus triviale, c'est qu'aujourd'hui, une lettre d'orientation ministérielle est d'abord pour le ministre une prise de risque, par ce qu'il écrit et par ce qu'il n'écrit pas. D'accord ? Et imaginez qu'il n'écrive pas délibérément. Ça va encore. Le jour venu, il se fait passer, il sait pourquoi. Mais imaginez qu'il n'écrive pas parce que il a oublié, quoi. On a tous préparé ça et tout, puis ce segment-là, on a oublié. C'est embêtant, vous voyez. Donc le mieux, c'est peut-être qu'il n'y ait pas de lettre d'orientation ministérielle. Or, on en aurait bien besoin, par exemple, pour améliorer, clarifier la situation des médicaments orphelins, qui est une situation complexe. Bon. Mais voilà, je dirais de façon euphémistique que je pense que ça n'est pas une priorité. Deuxième donc élément, une politique contractuelle conventionnelle. Bon, vous connaissez le dispositif de 99, c'était de dire, ben voilà, si vous, industrie, et vous, laboratoire, vous contractez avec le comité économique du médicament à l'époque, vous échappez à la clause de sauvegarde, on discute, on essaie d'optimiser votre situation. Bon. Et donc, à ce titre, existe un accord cadre entre le LEM et le CEPS, que nous venons d'ailleurs non pas de renouveler, parce que juridiquement il n'est pas encore signé, mais de re-rédiger et donc modifier par plusieurs séances de travail avec le LEM. Et en déclinaison de l'accord cadre, il y a donc des conventions entre chaque laboratoire, 140 laboratoires à peu près, et le CEPS, conventions qui sont avenantées, en fait, qui sont modifiées par avenant à chaque fois qu'apparaît un nouveau produit du laboratoire, ou également, ce qui est moins drôle, à chaque fois que nous baissons le prix. Donc, dans la phase prix, pas en amont, mais dans la phase prix, c'est une politique qui est marquée par le dialogue, l'échange permanent. Et au fond, l'idée, c'est que le prix va être fixé par itération successive. Et qu'on se verra plusieurs fois, que le dossier pourra passer en comité économique 3 fois, 4 fois, certains y sont passés 8 fois, 9 fois, et que par itération successive, on va réussir à fixer le prix, la clause, c'est-à-dire les remises, quand il y a des remises, les études post-inscription, quand il en faut, ce qui fait que ça n'est pas forcément très rapide. À l'Assemblée générale du LEM, il y a 15 jours, je leur ai raconté que Jean-Luc Arrousseau m'avait chaleureusement remercié parce qu'il m'a dit ça y est, sur la place, maintenant vous êtes critiqué autant que moi pour votre lenteur, alors bienvenue au club, mais c'est surtout sympa de ne plus être tout seul. Oui, pourquoi ? Parce qu'au fond, en 2012, les entreprises du médicament perdent plus d'1 milliard par tombée de brevets et on leur retire 1 milliard, grosso modo, par baisse de prix. Et donc, sans dire que ces laboratoires sont à l'os, il est sûr qu'il y a moins de marge de manœuvre. Que donc, évidemment, quand ils arrivent avec un nouveau produit, eh bien, ils discutent, ça se termine à l'arme blanche, quoi. C'est normal. Bon. Très, très sympathiquement. Et à la fin, ils sont là pour 3 centimes. Vous voyez, bon, oui, alors parfois c'est un petit peu agaçant, mais il suffit de se mettre à leur place pour comprendre. Donc c'est, voilà, itération, collégialité, puisque le comité économique comprend à la fois la Direction générale d'industrie,
la direction de la consommation, la direction de la Sécu, la direction de la santé, les caisses et enfin la direction des hôpitaux, de l'offre de soins. Deuxièmement, c'est un contrat inégal. Il faut être très clair. C'est-à-dire que nous contractons, nous signons dans la joie en chantant des chants scouts, mais si le laboratoire veut vraiment pas signer, le CEPS décide tout seul. Voilà, alors ça aide, ça. Hein. Incontestablement, ça aide. Je vous avoue, évidemment, si vous faites des statistiques, des décisions unilatérales, il n'y en a pratiquement pas. Hein. Mais c'est pas la peine. L'épée de Damoclès suffit, quoi. Et il y a un autre élément, alors, qui est très important, c'est que notre partenaire, les laboratoires, n'est pas un partenaire populaire dans l'opinion publique. Au fond, vous voyez, les deux grandes différences. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ceci explique cela, n'est-ce pas? Mon avis, c'est oui, mais je ne vous le donne pas, hein, mon avis. C'est-à-dire, au fond, la politique conventionnelle de l'assurance maladie avec les bons docteurs, les braves kinés, les gentilles infirmières, les charmants podologues, enfin tout le monde, quoi. Bon. C'est un contrat inégal dans l'autre sens. Hein, c'est un contrat inégal dans l'autre sens, c'est-à-dire la CNAM ne peut pas rompre. Si elle veut rompre, il faut aller au tribunal. D'accord? Et puis la charge de la preuve lui incombe en totalité. Okay? Et il se trouve que le partenaire de la CNAM est populaire. Vous voyez, le docteur, il est gentil. Okay? Et puis il est bien, il est efficace, tout. D'ailleurs, je l'ai choisi, donc. Okay? Et je crois, moi, oui, sans faire de la sociologie de sous-préfecture, que le fait que le contrat soit inégal dans un sens pour les laboratoires et inégal dans l'autre pour les professions de santé tient aussi pas mal à l'image dans l'opinion publique de ses partenaires. Okay? Je crois d'ailleurs que nous irons de plus en plus vers une harmonisation, une égalisation des conditions contractuelles. Je dis depuis 20 ans que la convention médicale pulvérise le chronomètre, enfin est un exemple d'absurdité intégrale à 100%, pas à 99%, et donc on finira bien par en sortir puisqu'elle nie la notion d'utilité. C'est quand même ennuyeux quand ça couvre quelques dizaines de milliards d'euros. Et le contrat inégal du côté des laboratoires est un contrat où l'égalité peut se rétablir collectivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr que je peux prendre une décision unilatérale. Et bien sûr que le laboratoire peut riposter en disant le médicament, je le retire. Je ne le mets pas sur le marché. D'accord? Nous avons à l'heure actuelle 7, 8 médicaments qui sont présents en Europe et qui ne sont pas présents en France. Le point de régulation, le seuil de régulation que chacun va déterminer dans cette salle comme il l'entend, c'est le nombre de médicaments non présents sur le marché en France qui, ce jour-là, alors oui, le jour où on atteint 15, 20, comme vous voulez, donne lieu à un article dans La Croix, surtout dans La Croix, hein, évidemment. Bon. Et bien ce jour-là, le ministre, il ne s'en remet pas. D'accord? Ce qu'on lui dira, ce n'est pas la peine de dépenser 200 milliards d'euros pour que les petits-enfants souffrants, c'est toujours des petits-enfants souffrants, hein, dans ce cas-là, n'aient pas accès aux produits schmuck-truc. Vous voyez? Et il y aura toujours, d'ailleurs, parce que c'est le cas, hein, une fraction de la population cible pour laquelle ce produit est vraiment important. Vous voyez? Donc là, vous avez un facteur de régulation, mais il est collectif. Il est collectif. Ça touche l'industrie pharmaceutique dans son ensemble et l'assurance maladie dans son ensemble. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Hein. Et c'est pour ça que je tiens le compte des médicaments qui... alors bon, quand c'est un ASMR5 et qu'il y a déjà une dizaine de produits comparables de cette classe-là sur le marché, c'est pas bien grave. Quand c'est un produit où il n'y en a qu'un ou deux, c'est un peu plus ennuyeux, puis que ces indications ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, voilà une petite comparaison avec le conventionnement des professions de santé. Dernier élément, c'est un contrat très sophistiqué, parce qu'au fond, on ne se contente pas de fixer le prix. On fixe le prix, mais aussi on fixe très souvent la population cible et la posologie.
D'accord ? Et on prend des dispositions à chaque fois qu'il y a un risque, des dispositions contractuelles, pour encadrer ces notions-là et éviter une explosion de consommation qui ne serait pas justifiée et ferait baisser la performance du produit. Donc il y a des clauses. Et il y a des clauses, on peut d'ailleurs avoir, et il y a des contrats où il y a 3 types de clauses. Une clause POSO, une clause population cible et une clause volume. Alors il y a une différence radicale entre les clauses POSO et population cible d'un côté et volume de l'autre. Les clauses POSO et population cible sont faites pour ne pas fonctionner. Hein, je sais pas moi, la POSO c'est 2 grammes par jour, on met une clause, à partir de 2 grammes 20, on cogne comme des Serbes. D'accord ? C'est pas fait pour fonctionner, on préfère que la posologie soit respectée. Pareil sur la population cible. On met à ce moment-là des taux de remise de 80%. Il reste 20 au laboratoire. Il est évident que c'est confiscatoire. C'est fait pour ne pas fonctionner. Par contre, la troisième clause, la clause volume, c'est ah bah ça se vend bien, donc on partage le Grisby. Alors celle-là, elle est faite pour fonctionner. Et vous voyez bien qu'en termes de transparence, et donc nous l'avons mis d'ailleurs dans l'accord cadre, il n'y a pas d'obstacle à ce que les clauses POSO et population cible soient rendues publiques. Au contraire. Par contre, la clause volume, c'est un peu plus embêtant. Oui. Ça, c'est vrai que là, le secret des affaires fait que c'est difficilement publiable. Bon. Voilà sur donc la politique contractuelle. Vous aurez sûrement des questions là-dessus. Et je terminerai en disant une politique qui a atteint son but. Le but, c'était quoi ? Alors, il y avait un but affiché, un but immanent et un but subliminal. Alors, le but affiché, c'est je vais maîtriser les dépenses. Le vrai coup de bol, c'est que cette fois-ci, ça a vraiment eu lieu. D'accord ? Parce qu'on le dit pour tous les segments de l'offre de soins qu'on va maîtriser les dépenses. Le but immanent, c'est je veux, et c'est très important ça, je veux un large accès des Français à l'innovation thérapeutique. Alors, on n'est pas du tout en France dans une logique de restriction de l'accès. Et j'ajouterais, avec l'aide affectueuse des laboratoires, rapidement. J'ai toujours apprécié très modérément le gémissement des labos disant « Oh là là, l'instruction pour obtenir l'AMM, et puis après la SMR, et puis après le prix, oh là là, c'est long, c'est long. » Oui, mais alors une fois qu'ils ont le prix, après c'est du quiluc. Ça se diffuse dans la population des prescripteurs, mais alors ultra rapidement. Et quand vous regardez, regardez d'ailleurs, enfin il vient d'y avoir, le LIR vient de publier une statistique sur la consommation en Europe. Allez voir les derniers tableaux sur les produits nouveaux. C'est très rigolo de voir la vitesse de diffusion des produits nouveaux en France. Ce qui montre d'ailleurs que, effectivement, oui, la visite médicale sert à quelque chose, bien sûr. Bon, elle ne servira à rien, ça se saurait. Donc, et puis le but subliminal qu'on n'osait pas trop dire et tout, mais qui est également en passe d'être atteint, c'est on va faire disparaître, peu à peu, réduire la singularité française en matière de volume, puisqu'il y a 20 ans, on avait une singularité très forte. En matière de volume, on ne consommait pas, on se goinfrait de médicaments. Alors ça n'a pas baissé en France, mais ça a monté ailleurs, donc ça ne se voit plus. Voilà. Sauf, bon, les antibiotiques, etc. Par contre, ce qui est... je vais y venir tout de suite. Bon, je laisse. Ces 3 objectifs-là ont été atteints. Et notamment, ça va se concrétiser de façon très formelle dans le fait qu'en 2012, la croissance des dépenses de médicaments pour l'assurance maladie obligatoire va être négative. Là, je vais jouer un peu au vieux papy, excusez-moi, mais ça mérite. Il y a 20 ans, lors de mon premier mandat à la CNAM, on arrivait le 2 janvier, parce que le premier, on se peintait, mais on arrivait le 2 janvier au boulot, vous aviez 9 points de croissance dans la vue.
Et il valait mieux se pointer le premier parce que si vous voulez commencer le 2 à 9h ou 8 avec 9 points de croissance dans la vue, c'est un peu déprimant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 points et demi, même plutôt 4 à l'époque, de croissance démographique. On est quand même en économie d'offre. Hein. Et on avait 10 à 11 points de croissance du médicament et des dispositifs médicaux. Donc, bon, plus une poussière de petits machins. Mais les deux moteurs de la croissance, c'était la démographie, le médicament, avec des contreparties, hein, bien sûr. Mais donc, vous partiez avec 8 à 9 points le 2 janvier. Aujourd'hui, la démographie est négative et le médicament est négatif. Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur une chose. C'est que les cocoricots sur le fait que maintenant on maîtrise l'Ondam, poète. D'accord ? Il fait combien l'Ondam en croissance spontanée, là ? 4. 4 avec moins 0,5 sur la démographie et moins 1 sur le médicament, voire moins 1,5 cette année. Donc il fait 5,5. Ah, c'est ça la maîtrise. C'est d'ailleurs absolument logique, non pas normal, mais logique qu'il n'y ait pas de maîtrise, puisque les fondamentaux inflationnistes du système sont toujours intacts. D'accord ? Donc, moins une croissance négative cette année, des volumes qui se banalisent, une dépense maîtrisée et l'innovation qui reste accessible à tous. Les objectifs ont été remplis. Bon. Petite question sous-jacente qui aujourd'hui ne sera pas posée. Oui, mais enfin, si dans les années 60, 70, 80, le médicament n'était pas simplement un moteur de la croissance des dépenses, mais une source absolument majeure de progrès médical, est-ce qu'aujourd'hui la disparition de cette source ne représente pas une perte de chance collective ? Vous voyez ? Bon, si c'est pour 4, 5, 6 ans, voire 10 ans, allez, c'est pas très grave. Si ça se prolonge, c'est beaucoup plus ennuyeux. Alors évidemment, c'est un phénomène qui n'est pas français, qui touche tous les pays développés et qui concerne l'aversion au risque. Hein. Ce qui fait que dans les évaluations qui sont faites, le risque étouffe l'innovation. D'accord ? Donc c'est un problème général. Mais le fait que ce soit un problème général ne console pas vraiment. Et on pourrait essayer de lutter contre. Bien. Il y a 3 singularités qui subsistent, malgré le fait qu'on ait atteint les buts fixés. La première, c'est une prédominance très violente, très, très forte des prescriptions des produits les plus coûteux dans chaque classe. Le médecin français prescrit quasi systématiquement les produits les plus coûteux dans chaque classe. On se demande sous l'influence de quoi. Ce qui veut dire qu'il y a une différence essentielle et qui finit par se retourner contre l'industrie entre le prix du médicament et le coût du médicament. Le prix, non. Toutes les comparaisons le montrent pour les princeps, un peu moins pour les génériques, j'y reviendrai dans un instant. Le prix du princeps en France est légèrement inférieur au prix du princeps en Europe. Le coût est fantastiquement supérieur. J'espère que le LIR, qui donc a fait un très beau travail sur les volumes, va continuer un de ces jours en faisant un sur les valeurs. Okay, mais ça fait la 3e fois qu'il fait les mêmes stats intéressantes sur les volumes et qu'il n'a pas le temps de les faire sur les valeurs. C'est dommage, hein, en 10 ans. Il y a un problème. Regardez par exemple le taux de prescription des génériques dans le répertoire des médicaments génériqués. En France, il est de 35%. Donc les génériques occupent 35% de la place qu'ils pourraient occuper. En Allemagne, 71%. Et en Grande-Bretagne, 68%. Le point vaut 90 millions. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire, si vous voulez, que quand on demande au CEPS une action et qu'on lui donne un objectif de baisse de prix pour rapporter 1 milliard l'an dernier, enfin l'an dernier en 2012, mais décision de 2011, et en 2013, je ne sais pas encore.
Ça veut dire qu'on fait implicitement l'impasse sur le fait qu'on pourrait rendre le système plus performant par la prescription de génériques. Et c'est là où vous découvrez le tabou du prescripteur. Et donc là, l'industrie pharmaceutique a beaucoup poupoulé les prescripteurs, est en train aujourd'hui de s'apercevoir que c'est très bien de les avoir poupoulés, mais qu'aujourd'hui, c'est à elles que ça coûte cher. OK ? Donc, première singularité subsistante. Deuxième, le générique. Le premier, donc, c'est les prescriptions les plus coûteuses. Le deuxième, c'est les génériques. Et le troisième, c'est les faux-semblants. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. Les faux-semblants sur les études post-inscription. Les études post-inscription, à mon sens, sont des études absolument capitales, toujours dans cette optique de mesure de la performance. C'est comme ça qu'on peut voir si effectivement c'est performant ou pas, un médicament. Et ça nécessite une méthodologie rigoureuse, bien sûr. Ça nécessite une certaine vélocité, parce que si vous montrez l'efficacité du médicament 15 ans après, ce n'est pas la peine. Il y en a un autre qui est apparu. Et ça nécessite surtout de la sélectivité, c'est-à-dire une capacité à décider que non, bien sûr, j'aimerais poser 17 questions, mais je ne vais en poser que 3. Problème culturel absolument majeur. On ne voit absolument pas pourquoi en France, on ne voit pas pourquoi on n'en poserait que 3. Et on ne voit pas pourquoi le cahier des charges doit être approuvé avant le début de l'étude. À l'heure actuelle, il est souvent approuvé 2 à 3 ans après le début de l'étude, ce qui fait que si ça match, c'est miraculeux, c'est lourd. En général, d'ailleurs, dans une approche résolument laïque, on est obligé de constater que ça ne matche pas, évidemment. Donc tout ce processus, si vous voulez, des études post-inscription est un processus fait d'à peu près, de lenteur. Il est d'ailleurs tout à fait étonnant que parfois, l'étude donne des résultats. Ça arrive. Et au fond, personne n'est chargé d'apprécier la pertinence des résultats. Et donc nous signons des avenants avec des études, on ne les voit jamais revenir derrière. Ni la HAS, ni la DGS nous dit, bon, ben celle-là, oui, tiens, c'est intéressant, on a vu ça, on a découvert ça, etc. C'est pour ça que j'appelle ça un monde de faux semblants. Mais un monde de faux semblants très coûteux. Très coûteux. Ne serait-ce d'ailleurs parce que les labos en profitent pour faire du marketing. Tant qu'à faire, tout n'est pas perdu. Okay, oui, mais enfin, elles ne sont pas faites pour ça, quoi. On a introduit dans l'accord cadre, d'ailleurs, des dispositions négociées donc, avec le LEM qui devraient rendre les choses un peu plus professionnelles. Mais il y a très gros efforts à faire. Je termine en donnant très brièvement 3 orientations sur la politique du médicament. Je suis convaincu que nous allons devoir mettre beaucoup moins l'accent sur les baisses de prix, ne serait-ce d'ailleurs parce que le réservoir est vide. Le réservoir des baisses de prix, c'est les blockbusters. Alors, au fur et à mesure que les brevets tombent, les génériques puissent terminer. Vous ne pouvez plus baisser les prix. Donc, mettre beaucoup moins l'accent sur les baisses de prix, mais sans doute plus sur les coûts. J'ai bien l'intention d'utiliser la loi médicaments qui nous donne des nouveaux pouvoirs au CEPS sur la visite médicale pour cibler et faire du profilage sur les médicaments les plus coûteux dans chaque classe, en étant parfaitement conscient qu'en faisant ça, je touche au core business des entreprises. Et que donc, il ne faut pas jouer au tonton-macoute. Mais par contre, il faut, au fond, de façon contractuelle, arriver à banaliser la prescription en plusieurs années, comme nous avons donc la valeur de la prescription, comme nous sommes parvenus à banaliser le volume. C'est pas facile, c'est une action de plusieurs années, mais je la crois absolument nécessaire. Et une deuxième orientation bon, alors c'est la normalisation des volumes, mais ça, j'en parle pas, c'est pas la peine. Avec des situations un peu paradoxales. Oui, la consommation des antibiotiques a beaucoup baissé, mais oui, elle est toujours très supérieure à ce qu'elle est ailleurs. Bon.
Non, je voudrais dire un mot pour terminer sur générique ou TFR. Quand j'étais à la CNAM, deuxième mandat, je militais férocement pour les TFR et je reste intéressé par les TFR, mais les pouvoirs publics ont choisi de faire des génériques. Et c'est une politique qui, dans l'ensemble, a produit des résultats. Bon, 35% de prescription dans le répertoire, on ne peut pas dire que ce soit super efficace, mais ce n'est pas tout à fait ridicule. Ceci dit, on a créé des mécanismes qui, au fond, supplantent, complètent, remplacent les génériques quand le générique ne marche pas. C'est les règles de TFRisation des génériques. C'est-à-dire, si le taux de générication pour un produit n'atteint pas X% à 18 mois, après la générication 24 mois et 36 mois, on passe au TFR. Et notamment la dernière règle qui a été adoptée dans le plan Fillon de novembre 2011, c'est 80-36. C'est-à-dire s'il n'y a pas 80% de générication au bout de 36 mois, on passe au TFR. C'est une règle qui est très, très impérieuse, hein, très lourde, très forte, et qui rend comment dire, un peu, enfin, c'est une source de perplexité de voir au fond cette contrainte qui pèse sur les officinaux, qui pèse également sur les caisses, parce que si après tout toutes les caisses se faisaient comme la CEPAM de Nantes, et donc hurlaient sur le dos des petites vieilles terrorisées sur le dos parce qu'elles ont déjà fait demi-tour. Vous voulez des princeps, vous n'aurez pas de tiers payant. C'est ultra efficace. Hein. Ça, elles se précipitent tous sur les génériques. Hein. Mais c'est une caisse qui fait ça. Donc pression sur les officinaux, pression sur les caisses. Tout ça pour surtout ne pas ennuyer nos prescripteurs qui vivent dans un univers délivré de toute contrainte financière, sauf quand naturellement on parle des honoraires. Excusez-moi, j'allais oublier les exceptions. Il y a quand même un truc un peu curieux. Enfin, au-delà de ça, bon, 80% 36 mois, c'est quelque chose qui peut faire disparaître les génériques hein, au profit de TFR. C'est pas forcément la catastrophe. Enfin, ça se réfléchit, mais c'est pas forcément la catastrophe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas sain de changer de politique de façon subreptice. Voilà. À travers tout ça, dernier mot, je ne vous ai pas parlé de la préférence nationale parce que chacun sait que la préférence nationale n'a jamais existé. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle existe encore. La préférence nationale a disparu pour les princeps. Enfin, je l'ai connue. Quand on entrait dans l'administration il y a 30 ans, on savait qu'il fallait faire preuve de bienveillance à l'égard des laboratoires français. La frontière entre bienveillance et mansuétude étant une frontière assez élastique, en tout cas poreuse, ce qui explique en partie le Mediator, d'ailleurs, c'est fini. Il n'y a plus de politique de préférence nationale pour les princeps. Y en a-t-il une pour les génériques? Après tout, le prix des génériques est légèrement supérieur en France à ce qu'il est dans la moyenne des autres pays européens et très supérieur à ce qu'il est, par exemple, en Grande-Bretagne. Alors, y a-t-il une politique de préférence nationale des génériques? Oui et non. Oui et non. Incontestablement, c'est la volonté de garder des usines, des emplois en France qui explique le prix du générique. Hein. Non, parce que le but n'est pas là de protéger des champions nationaux. Les grands génériqueurs ne sont pas français. La volonté là est de se garantir un approvisionnement sécuritaire. D'accord ? Donc ce n'est pas à proprement parler une politique de préférence nationale, c'est une politique de préférence territoriale. Voilà. Je veux pouvoir contrôler la sécurité des génériques. Voilà, j'ai terminé avec un petit peu de retard et maintenant c'est à vous. Bonjour, Myriam Mafiz,
membre du SMIS, Master Industrie de la Santé en 2012, là, cette année. Je travaille dans les industries de la santé, dans les DM et là maintenant dans le médicament. Vous parliez en janvier dernier, quand vous étiez là pour les industries de la santé, sur les objectifs du CEPS, sanitaire, financier, réglementation et industriel. Vous disiez que sur l'objectif industriel, il n'y en avait pratiquement plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites? Quelles sont vos idées? Quels sont vos projets? Voilà. Merci. Écoutez, si un jour nous avons une lettre d'orientation ministérielle, je demanderai, moi, que ce soit un objectif explicite, au même titre que l'objectif sanitaire et que l'objectif économique. Et je pense que ça rééquilibrerait les choses et ça les rééquilibrerait de façon saine, parce qu'au fond, les sous-jacents comprennent l'industriel, présence de la DGCIS dans le CEPS, et bien entendu, présence dans nos raisonnements de la dimension industrielle. Bien sûr qu'on la prend en compte, vous voyez. Mais ça n'est pas, c'est du clair-obscur, vous voyez. Alors ceci dit, non, ce qu'on a fait depuis janvier, c'est quand un dossier est un peu difficile, on regarde la situation du laboratoire. Mais je veux dire, on ne peut pas mettre d'argent à fond perdu. Je voyais récemment un laboratoire qui me disait mon usine me coûte cher. Bon, oui, c'est embêtant, oui. Alors je sais qu'on lui avait vivement conseillé de ne pas investir à ce niveau-là. Bon, mon usine me coûte cher, donc il faut vraiment me donner un prix plus 20 par rapport à ce que vous me proposez, plus 20 centimes en CTJ par rapport à ce que vous proposez. Et là, je lui dis, mais écoutez, c'est pas possible. Le comparateur va être génériqué dans un an. Donc 20 centimes sur un an, ça sert à rien. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous auriez 5 ans devant vous, ce serait autre chose. On en parlerait un peu longuement. Vous voyez ? Donc on fait attention à la situation des industriels, mais dans la durée, quoi. Enfin, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous avez un peu dans le pipe ? Oh, ben j'ai un antispasmodique urinaire. Ah bon ? Ah, ouais. Pas terrible, quoi. Vous voyez ? Ah non, j'ai un anticancéreux qui a obtenu de la FDA. Ah bon, maintenant là, c'est un peu mieux. Voilà. Donc on cherche à élargir l'espace, voir comment ce laboratoire obtient ailleurs des reconnaissances, des évaluations, et dans le temps. Vous allez où sur 1, 2 ou 3 ans. Voilà. C'est une préoccupation permanente. Elle n'est pas première. Il faut être honnête, elle n'est pas première. La première préoccupation, c'est... mais première, c'est l'efficacité du médicament, bien sûr, mais ça, c'est presque le prérequis. Ensuite, il y a le coût. Hein, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Bonjour, Florent Perrin-Dureau, participant du master également, scientifique et médecin de formation et en train de passer du côté obscur ou clair de la force, administratif et recherche. 3 petites questions techniques sur le prix du médicament, plus exactement sur le remboursement et les accords que vous passez. Quid de la pertinence en 2012 de 65% remboursé et pas 100%, puisque le côté limité de la consommation par le patient, dans la mesure où, 1, il y a les couvertures par les mutuelles ou la CMU, 2, c'est a priori le docteur qui prescrit et pas le patient, donc c'est pas lui qui est responsable de la consommation. Quel sens ça a ? Deuxième question, est-ce que vous avez envisagé des mécanismes un peu particuliers, par exemple pour les ALD, en imaginant que plutôt que de rembourser à 100% les ALD sans réfléchir, c'est pas une critique, mais c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle, vous pourriez imaginer des niveaux 1, 2, 3 pour lesquels vous auriez un remboursement forfaitaire et il faudrait éventuellement que l'industriel se débrouille pour proposer un ou des bouquets de médicaments qui conviennent à ces stades de gravité, de diabète ou d'hypertension, et pour lesquels il n'y aurait pas de remboursement supplémentaire. Et la troisième question, pardon, plus technique sur les antibiotiques, je pense qu'il faut être, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, un peu maso pour se lancer dans le développement d'un antibiotique, puisque le discours des sociétés savantes qui est normal, et des prescripteurs, c'est que tout nouvel antibiotique doit être utilisé le moins possible. Est-ce que vous avez envisagé un contrat fixe de mise à disposition d'un nouvel antibiotique avec un versement à l'industrie qui ne dépende pas du volume, voire au contraire, qui serait dégressif en fonction de
plus des prescripteurs ont utilisé cet antibiotique, plus il a des chances de devenir inefficace dans les années qui viennent, et moins on va vous payer à la fin de l'année. On a souvent, le professeur Fagot et moi, des conversations, des fins de conversation à bâton rompu avec les laboratoires qui viennent. Effectivement, on leur demande si ça les intéresse, s'ils font quelque chose sur les antibiotiques, etc. Jamais. Jamais. Bon. Et on ne serait pas du tout hostile à un contrat inversé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre cette réticence? Je dois vous dire que je ne sais pas. La pertinence d'un remboursement à 65 au lieu de 100, je crois que c'est une pertinence purement comptable. Hein, voilà. Bon. D'ailleurs, je relirai votre question 1 à votre question 2. Il y a beaucoup de craquements dans l'assurance maladie. Si vous écoutez bien, il y a beaucoup de choses qui vont de moins en moins bien. Hein. Il y a le déficit qui est abyssal. Quand j'étais à Matignon en 83, le déficit cumulé, c'était 3 jours de prestation. Maintenant, c'est 10 mois. Voilà. Bon. Il y a l'éclatement. C'est très intéressant, on ne le dit jamais. C'est très intéressant et préoccupant. Il y a l'éclatement de l'évolution des honoraires dans chaque discipline. Le radiologue automatiquement riche, c'est fini. D'accord? Non, il y a des radiologues libéraux qui sont de plus en plus riches, puis des radiologues libéraux qui tirent la langue. Vous voyez? Il n'y a plus d'homogénéité qu'il y avait. Et un des plus gros craquements, c'est le fait que la ressource de l'assurance maladie obligatoire se concentre sur une proportion faible de la population, les ALD, 9 millions de personnes, qui représentent un peu plus de 60% des remboursements. Hein. Donc, 8% de la population fait 60% des remboursements et 73-74% de la croissance des remboursements. Donc, cette concentration sur les ALD augmente sans cesse. À un point d'ailleurs qu'il n'est pas difficile de prévoir le moment où les 55 millions de Français qui ne sont pas ALD seront remboursés de plus rien du tout. D'accord ? C'est pas difficile, on voit très bien leur taux de remboursement baisser sans cesse. Et c'est un peu embêtant pour l'acceptation de la solidarité nationale, dans la mesure où dans ces 55 millions, notamment, il y a une énorme part de cotisants. Et donc, bâtir un système où, entre 5 ans et 55 ans, vous ne voyez pas une seule feuille de sécu, alors que vous payez, c'est un système qui se fragilise. Donc, tout le monde veut faire quelque chose. D'où, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, et je pense que ça reviendra, l'idée du bouclier sanitaire. Le bouclier sanitaire, c'est une franchise de gauche. La franchise est à droite, le bouclier sanitaire est à gauche, bon, pourquoi pas. Mais vous voyez bien que fondamentalement, le bouclier sanitaire, c'est pour faire payer en partie les ALD. Hein, et réduire les restes à charge pour ceux qui ne sont pas ALD. Et répartir de façon plus homogène le quantum non pris en charge par le... bon. Ceci dit, un mot encore sur patient pas responsable. Oui, et que c'est dommage. Et que c'est dommage que ce système qui s'est gargarisé de responsabilisation, chaque fois notamment qu'on crée un ticket modérateur, maintenant on n'augmente plus le ticket modérateur existant, mais on crée un autre. Bon. Et on appelle ça une franchise, qui est quand même vachement hypocrite. Donc à chaque fois on parle de responsabiliser les assurés, mais on n'a jamais donné aux assurés la possibilité d'optimiser leur comportement. Regardez par exemple un moyen de faire augmenter la prescription générique, plutôt la consommation générique, c'est de créer un CAPI, un système de paiement à la performance pour les assurés. Vous acceptez les génériques, je vous rembourse 5 points de plus. Bon. Bien sûr que ça commencera par les bobos, et alors, il faut bien que ça commence par quelqu'un. Hein. Et d'ailleurs, si ça commençait par les Maghrébins, vous voyez la tronche que tout le monde ferait, donc il vaut mieux que ça commence par les bobos. Bon. Ben non, on ne le fait pas, ça.
Prenez le dossier médical personnel portatif et je ne sais plus quoi. Chacun pourra masquer les données. Non, ça, c'est le Club Med, le club médicalisé. Non, ça, je ne veux pas que ce soit dans le dossier. Non. Ça, non. Ah bon, bon. Voilà, on ne le met pas. Oui, mais il y a aussi masquage du masquage. C'est-à-dire, non seulement vous pouvez masquer, mais le couillon de médecin qui est en face et qui regarde le dossier, il ne sait pas que vous avez masqué. Ah bon, là, ça commence à devenir fort, parce que le colloque singulier s'en appauvrit. Là, c'est le moteur à gaz pauvre. Bon. Je me suis battu comme un fou pour qu'il y ait le symétrique. C'est-à-dire, est-ce que l'assuré a le droit à la complétude? Je choisis la complétude pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Je ne masque rien et j'ai un pictogramme qui montre que je ne masque rien. Non, on ne veut pas. Un ministre de gauche me l'a refusé et un ministre de droite me l'a refusé. La responsabilisation des assurés, si on veut que ça marche, il faut que ce soit lié à la démarche de soins, dans la démarche de soins. D'accord? Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Okay? Et ceci vaut aussi pour les ALD. Bon, les ALD, si ça continue comme ça, il n'y a plus d'assurance maladie. On ne pourra pas continuer. Enfin, et c'est là où vous retrouvez les analyses et évaluations absolument indispensables de la prescription, des hospitalisations. Écoutez, la FHF, qui n'est pas... la FHF, la Fédération hospitalière de France, n'a pas adhéré au Front de gauche, ou pas encore. Il y a peut-être des pourparlers, mais quand elle fait une enquête pour montrer qu'effectivement, il y a 28% d'actes hospitaliers qui sont généralement assez coûteux, les actes hospitaliers, injustifiés. Moi, quand je disais ça comme directeur de la CNAM il y a 25 ans, elle me traitait de barge. Okay, elle n'a jamais mis que 25 ans. Bon. On ne fera pas un système performant médicalement si on ne le met pas sous contrainte financière. Alors, il n'est pas sous contrainte financière. Et ça touche les ALD. Bonjour, Anthony Selve, donc je fais partie du SMIS également. Je voudrais revenir sur un point que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure, c'était sur la réforme de l'évaluation du médicament. Parce que donc effectivement, Jean-Luc Arrosso nous a présenté la semaine dernière lors d'un amphi de santé ici même son projet qu'il avait nommé Index thérapeutique de responsabilité et qui concilierait le SMR et la SMR. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le CEPS est impliqué là-dedans et quel est votre point de vue? Merci. Non, ce n'est pas encore une réalité, c'est une proposition que fait le président de la HAS, mais qui doit naturellement être avalisée par les pouvoirs publics. Et il serait bon d'ailleurs qu'il y ait un débat un peu là-dessus. Bon, pour l'instant, ce débat n'est pas ouvert. J'espère qu'il le sera, parce que les propositions du professeur Arrosso sont des propositions qui tiennent la route, qui sont sérieuses, c'est du solide, quoi. Bon, alors j'espère que ce point va être ouvert, ce débat va être ouvert. Moi, ce que j'en pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce dont j'ai besoin, ce dont le CEPS a besoin, c'est l'ASMR. Alors que l'ASMR fasse partie d'un ensemble plus vaste, très bien, mais c'est l'ASMR qui compte. Si vous voulez, il faut bien voir que, d'ailleurs, tout ça est repris par le Code de la Sécurité sociale, le prix du médicament dans 90% des cas est fixé par rapport à son comparateur. Et donc, l'ASMR, c'est-à-dire le classement, la position relative du médicament est tout à fait capitale. Vous voyez? Alors, index thérapeutique de responsabilité, parfait, mais dedans, il me faut le SMR. J'ai une question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gouvernance partagée, de souveraineté partagée en Europe. On voit également de nombreuses agences d'évaluation des technologies en santé adopter des positions qui tendent à converger dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas. On a créé donc un réseau européen d'évaluateurs des technologies en santé. Et compte tenu de ces influences, compte tenu des convergences qui sont en train de naître en termes de méthodologie d'évaluation, est-ce que vous imaginez que un jour, dans le futur,
il soit concevable qu'il y ait un prix unique en Europe? Ah bah à mon avis, on aura avant un gouvernement européen. Hein. Non, parce qu'il y a quand même, un clivage extraordinaire entre les pays qui ont des prix libres et les pays qui ont des prix administrés. Et c'est vraiment une césure extrêmement forte. Hein. Et donc je ne vois pas très bien comment on arriverait à un régime unique alors même que ce clivage existe. J'ajouterais qu'il y a un deuxième clivage qui ne recoupe pas le premier, qui est le clivage entre les pays qui ont une industrie pharmaceutique et ceux qui n'en ont pas. Il est évident que c'est un peu comme la dimension industrielle dont on parlait tout à l'heure, ça joue. Alors il y a des convergences. Est-ce que le régime allemand est un régime de prix libre? Ouais. Faut le dire vite, hein. Faut le dire vite, parce que c'est un prix libre après un dialogue approfondi, d'accord? Une fois que le dialogue approfondi avec les autorités berlinoises est terminé, il y a des négos avec les caisses, et là on retrouve des prix pas libres. Bon. À partir du moment où un prix est remisé, c'est qu'il n'est pas libre, hein, c'est qu'il est fixé. Bon. Et d'ailleurs, ça met les Allemands, enfin Berlin, en rage, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec les caisses. Donc un Allemand chef à Berlin qui ne sait pas, alors même que le Français chef à Paris sait, c'est le monde à l'envers, quoi. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Ça les met un peu en rage. Mais voilà, ceci dit, ils ont, eux, il y a moins d'importance pour le prix, tout simplement parce que la répartition des prescriptions dans chaque classe ne s'agglutine pas systématiquement sur le produit qui vient de sortir. Tout simplement parce que le prescripteur allemand a une responsabilité budgétaire. Donc c'est un système, vous voyez, dont la responsabilité est répartie. Hein. Tandis que nous, de temps en temps, on pose des écluses sur les portes d'écluses sur le Niagara. Bon, les chutes. Bon, ça ne tient pas, quoi. Bonjour, Valérie Mélé, directrice régionale dans un laboratoire pharmaceutique. Dans l'esprit de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il serait certainement aussi important que le patient soit un peu plus responsabilisé dans sa consommation, est-ce qu'on pourrait, que pensez-vous plutôt, de l'idée que s'il pouvait accéder plus facilement à certains médicaments, sans forcément passer par une ordonnance, est-ce que ça pourrait peut-être limiter justement le coût de la santé? Je pense par exemple, on peut donner un cas précis, je ne sais pas, quelqu'un qui se serait allergique, acheter spontanément un antihistaminique, aujourd'hui c'est pas possible sans ordonnance par exemple, alors que c'est des choses qui sont pratiquées couramment dans d'autres pays. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Que pensez-vous de cette possibilité? On n'aura jamais en France une automédication développée si on a une prescription médicale facultative développée. C'est toujours pareil, d'ailleurs, c'est le beurre et l'argent du beurre, on veut les deux, etc. Non, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, un champ possible pour l'automédication, mais d'abord, il faut le dire. Il faut le reconnaître, il ne faut pas faire ça de façon honteuse, en catimini. Il faut l'encadrer, enfin j'aime pas ce mot-là, mais il faut être en capacité. Aujourd'hui, on peut parfaitement faire ça avec une plateforme téléphonique pour assurer des conseils aux consommateurs. Et puis, il faut faire basculer une très grande partie de la PMF là-dedans. Non? Oui, alors là, voilà, vous avez peur. Mais, écoutez, il y a 2 milliards de PMF. Moi, enfin, ça ne durera pas. En plus, c'est un peu cochon, quoi. Je trouve ça cochon de dire, vous voyez, tiens, c'est la non-responsabilisation. C'est bon, alors voilà, ce médicament-là a que vous avez 2 possibilités. Pas cher, remboursé, cher, pas remboursé. Alors, il est là, du schmoll, il dit, Simone, doit y avoir une erreur. Non, t'as bien entendu, pas cher, remboursé, cher, pas remboursé. Bon, on pourrait trouver plus malin, quoi. Non? Je sais pas, mais simplement que le patient puisse acheter au prix prévu, mais sans
Mais si vous voulez qu'il puisse acheter, il ne faut pas simultanément lui proposer de lui rembourser. Voilà, vous voyez. Si vous lui proposez, vous pouvez vous l'acheter librement, le prix lui aussi d'ailleurs sera libre, mais il le restera, ça c'est une donnée maintenant. Et vous ne serez pas remboursé. Ou alors vous passez par la prescription et vous serez remboursé. Développement de l'automédication, il n'ira jamais rapidement. Hein. Je trouve que là, on est dans une contradiction, vous voyez. Oui, par exemple. Mais nécessité fait loi. Hein. Moi, je dis là, dans mes rencontres, et François m'en est témoin, j'ai dit en CEPS, doit-on continuer à rembourser le paracétamol? Tout le monde a trouvé que j'étais un peu cogné, quoi. Hein. Oui, on est le seul pays d'Europe à rembourser le paracétamol. C'est bien, d'ailleurs. On est tous contents. Hein. 600 millions. 600 millions, hein, le remboursement du paracétamol. Est-ce qu'on continue? Hein? Oui, ça oui. Oui, mais il y en a 15%, hein, hors ordonnance. Ah, ils sont addicts, hein. Ils sont addicts au remboursement, ce qui est logique. Vous avez le choix entre oui et non, vous prenez oui. Non, mais enfin, écoutez, de temps en temps, on les prend pour des couillons, hein. Alors j'avais une question en rapport avec la responsabilisation des patients. On voit le programme SOFIA de la CNAM, qui est censé donc accompagner les patients pour qu'ils gèrent mieux leur pathologie. Dans un premier temps, c'est le diabète, sera étendu à d'autres pathologies plus tard. Alors quel regard est-ce que vous avez sur ces systèmes? Est-ce que ça a vraiment un effet positif? On sait que c'est très difficile à évaluer, mais quelle est votre opinion? Et puis, dans quelle mesure des programmes d'apprentissage, par exemple mis en place par des laboratoires, pourraient avoir une incidence sur le prix de remboursement? Programme de disease management. Ouais. Écoutez, moi, quand j'étais aux AGF, j'ai dit que j'étais pour, donc je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis contre. Je continue d'être pour, mais certifié. Hein, des programmes certifiés. D'accord? Pas n'importe quoi. Mais bien sûr qu'il faut des programmes d'accompagnement. Bien entendu. Surtout que, vous voyez bien, on est déjà dans un basculement vers les pathologies chroniques, les polypathologies chroniques, qui pose toujours un problème d'usure de l'adhésion du patient au traitement et un problème aussi lié au fait que beaucoup de ces patients sont très âgés. On avait un programme d'ailleurs à Mondial Assistance qu'on faisait pour un laboratoire comme ça. On appelait les mamies à 17h et elles attendaient le coup de fil. Hein, parce que souvent c'était le seul coup de fil de la journée. Ah oui, bon... Non, je crois que ça peut être utile dès lors que c'est bien fait, que c'est certifié. J'y crois, oui. De toute façon, il ne faut pas de monopole mais je vous dis des horreurs là. Il ne faut pas de monopole de la puissance publique sur les programmes de ce type. C'est absolument pas utile. Vous avez évoqué la contractualisation et la responsabilisation des professionnels de santé. Pardon, Laurent Cloteau, biologiste médical. Donc vous avez évoqué la contractualisation ou la responsabilisation des professionnels de santé, et particulièrement en matière de médicaments. Comment l'imaginez-vous? C'est très simple. Moi, je suis assez partisan de ce qui marche depuis très longtemps ailleurs, c'est-à-dire aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est qu'il y a une responsabilité responsabilité sur ces deniers du coût de la prescription annuel du prescripteur, quoi. Ça marche ailleurs, vous voyez. Et du coup, oui, ça, il fait très attention au coût de la prescription. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu croire pendant longtemps que du coup, il restreignait l'accès aux nouveaux médicaments. Mais on s'aperçoit que ça n'empêche pas les Allemands, les Néerlandais et les Anglais de trouver des standards de consommation qui sont égaux aux nôtres, mais beaucoup moins chers. Hein. Je ne crois pas que...
Bon, il y a beaucoup de choses à réformer dans la médecine libérale parce qu'elle répond plus forcément aux attentes des médecins, mais l'exercice libéral doit être aussi un exercice responsable et cette responsabilité est à redéfinir. Et la prescription, de ce point de vue-là, est très très importante. Ça bouge, hein, ça bouge. Il y a 20 ans, quand je négociais avec les médecins en leur disant il faut absolument vous intéresser, à l'époque il n'était pas question de sanctions, hein, c'était uniquement plus, vous intéresser au coût de la prescription, ils me recommandaient, mais amicalement, hein, vraiment, de prendre des vacances immédiatement. Maintenant c'est dans le P for P, c'est un petit bout. Bon, le seul ennui, si vous voulez, c'est que dans les 20 ans, il y en a 12 à 10 milliards de déficit par an. Donc on prend son temps, mais attention, le temps, il est cher. Hein. Là, contrairement à mes questions économiques précédentes, ce serait plutôt politique. Je comprendrais que vous choisissiez de ne pas répondre. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes directement au cœur de l'État et vous avez travaillé dans des choses, on va dire, plutôt parapubliques, presque. Quelle est, à votre sens, la pertinence d'autorités dites indépendantes? Vous avez parlé des délais d'orientation, alors qu'on ne voit pas tellement pourquoi c'est pas directement des directions générales du ministère de la Santé, ce d'autant qu'elles sont certes indépendantes, mais avec des nominations très ministérielles, et que le poids, par exemple, des sociétés savantes au sein de ces autorités n'est pas formellement reconnu. De fait, on retrouve des experts, mais finalement, le positionnement de cette indépendance, qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième question, c'est de votre expérience aux AGF, avec la levée de bouclier qu'a suscité votre projet de réseau un peu particulier. Comment vous analysez les causes de cette levée de bouclier? Et est-ce que vous envisageriez que d'ici quelques années, d'autres puissent retenter l'expérience? C'est plutôt une réussite, les autorités indépendantes, quand même. C'est une réussite paradoxale. C'est peut-être pas parce qu'elles sont indépendantes qu'elles ont réussi. C'est parce qu'elles sont indépendantes qu'on leur a donné les moyens que les directions d'administration centrale n'obtenaient pas. Comme ça. Bon. Donc c'est dans un certain sens, c'est un détour. Vous voyez, mais bon, c'est... il y a beaucoup à faire. Notamment, on a un problème, nous, c'est les délais, quoi. Voilà. Nous, on est obligé de travailler vite. On a des délais réglementaires qui sont très contraignants. Et donc, par exemple, la loi médicaments crée un avis médico-économique, mais laisse le délai de 180 jours pour l'instruction d'un dossier. Donc, alors, jusqu'ici, c'était 90 jours l'ACT, 90 jours le CEPS. Bon. Or, il y a un projet de directive européenne qui mettrait ça à 120 jours. Bon. Alors, tout le monde est vent debout, donc on pense qu'on va y échapper. Mais 90 jours, maintenant, il faut caser la CESP. Vous voyez, en plus. Donc, ça nous pose des problèmes. C'est incontestablement. Mais sinon, à partir du moment où on a décidé ce qu'on a décidé l'an dernier, qui ne se faisait pas jusqu'ici, on se parle. On se parle. D'accord ? Hier matin, j'ai passé toute ma matinée à la HAS avec le président de la CNESIMS. Et pas seulement, président, vice-président, secrétaire, etc. On se parle. Dans l'accord cadre, on a prévu médicaments, on a prévu de transposer ce qu'on fait déjà sur les dispositifs médicaux. Désormais, pour les études, les laboratoires sont auditionnés en commun par la CT et le CEPS, ce qui évitera les quiproquos, les redites, les doublons, etc. Vous voyez ? Alors, parfois, bon, ça crée de l'émotion, mais vous parlez ? Ouais, on se parle, ouais. Non, il ne faut pas se parler, ils sont indépendants. Bon. Dans ce cas-là, si vous voulez, il faut faire preuve de beaucoup de mansuétude pour les gens qui expriment des propos comme ça. On passe outre. Bien. Non, c'est plutôt je trouve que c'est plutôt une réussite, ces autorités, je crois. Dès lors que, vous voyez, vous les mettez dans un environnement où elles ne sont pas dans un splendide isolement. Voilà. Il faut pouvoir décrocher son téléphone et dire président bien-aimé, bien entendu bien-aimé, président bien-aimé, j'attends le machin depuis 15 jours, vous le rendez quand? Vous voyez, qui fonctionne dans la vraie vie.
Il n'y a pas besoin de 36 000 décrets, quoi. Ouais. Oui, sur AGF Excellence Santé, j'ai fait preuve d'une grande naïveté, mais c'est un défaut persistant chez moi. Et cette naïveté a permis à l'Ordre national des médecins de lancer une campagne bien faite. D'ailleurs, je dois dire, elle était bien torchée. Hein. Sur le thème, c'est scandaleux, AGF a proposé un contrat à 2 vitesses, de médecine à 2 vitesses. Ce qui n'était pas faux. Hein. Et en fait, quand vous regardez, moi j'ai un pressbook évidemment complet, mais bien sûr j'ai rencontré le secrétaire général de l'Ordre, Jacques Lucas, le président de l'Ordre, j'en ai parlé après avec Michel Legman, l'actuel président. La vraie préoccupation de la mutualité, du Conseil de l'Ordre n'était pas du tout celle-là. Il n'en a rien à cirer de la médecine à 2 vitesses. Sinon, si ça l'émotionnait, à mon avis, il serait en coma dépassé depuis 25 ans. Hein. Bon. Non, ce qu'il ne voulait à aucun prix, c'était qu'un assureur, enfin une complémentaire, que ce soit une mutuelle ou un assureur, puisse sélectionner les médecins. D'accord ? L'Ordre tient mordicus à la disposition la plus soviétique du conventionnement, c'est tout le monde, il est conventionné. Hein, tout le monde. Quel que soit l'endroit où il s'installe, quelle que soit sa production, il est conventionné. S'il veut. Évidemment, une des deux parties a la liberté de choix, pas l'autre. C'était pour l'Ordre le point clé. J'ai dit, une fois que j'ai dit que c'était pour l'Ordre le point clé, ça n'épuise pas le sujet de la médecine à 2 vitesses. Mon idée, elle était toute simple, c'était de dire, nous n'aurons jamais d'équilibre entre l'offre et la demande et une vraie performance du système de soins, et tant que nous n'aurons pas une sélection de l'offre et des offreurs. La sélection de l'offre est en route, et je vous disais tout à l'heure que, par exemple, la sélection de l'offre médicamenteuse est tout simplement conforme aux standards internationaux. La sélection de l'offre hospitalière, pas. D'accord ? Alors, la sélection des offreurs, alors là, on est très en retard. Et moi, je disais, je vais sélectionner les offreurs, ou plutôt un comité scientifique va sélectionner les offreurs. Et évidemment, ça, c'était pas acceptable. Deuxième chose, on a dit beaucoup de bêtises hein, sur le montant et tout ça, des âneries, on n'a jamais répondu. Et je m'étais dit, on va sélectionner l'offre, puis après on va redescendre. On va en prendre 200 qui n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ceux-là. Ils sont les meilleurs. En dessous, ils ont peur. Et c'est légitime, la peur, ça se comprend. On va commencer par ceux qui n'ont pas peur. Évidemment, en commençant par ceux qui n'ont pas peur, on commence par le sommet. Si on commence par le sommet, on va commencer aussi par des contrats à 5 000 euros. Le paradoxe, si vous voulez, c'est un système qui est fantastiquement hypocrite en France quand même. Vous avez des contrats à 5 000 euros, mais avec aucune contrepartie médicale. D'accord ? C'est-à-dire vous avez des contrats à 5 000 euros où il y a une conciergerie, où on vous envoie une limousine si vous avez besoin de faire une radio. Il y a des contreparties de confort. Okay ? Par contre, dire si vous êtes transporté en urgence dans n'importe quel service d'urgence, immédiatement un médecin du réseau va vous rejoindre et vous accompagnera de bout en bout. Vous aurez un bilan où il y a un médecin, alors fait par les meilleurs, oui, fait par les meilleurs, bien sûr, avec à la fin un médecin qui va vous expliquer un par un tous les points du bilan et les programmes qu'on peut monter là-dessus. La tenue d'un dossier médical complet, ça va de soi. Il n'y a pas de qualité sans contrainte, etc. Donc on crée un contrat où il y avait une vraie contrepartie médicale. Okay ? Alors là, ça menaçait beaucoup de positions acquises. Vous voyez ? Ce qui fait que je méprisais la doctrine, enfin la phrase de Clausewitz, on ne se bat pas sur 2 fronts. Donc on a arrêté. On a arrêté, mais bien entendu que ça reviendra. Bien entendu. D'ailleurs, vous le voyez à travers les plateformes de services des assureurs et mutuelles. Ils sont ensemble sur les plateformes.
Bah, écoutez, voilà, si vous rejoignez tel réseau, bah, vous allez bénéficier de tel avantage en termes de garantie. Moi, dans le réseau Santé Claire à AGF, j'avais dit, le réseau dentaire, j'avais dit, prothèse dentaire, garantie 10 ans, pièce main-d'œuvre. Pas 1 euro de plus. Et on n'avait pas besoin de faire payer 1 euro de plus. C'était pas la peine, les dentistes étaient sélectionnés. Chaque année, un comité de dentistes en virait une quarantaine pour conserver la qualité, le niveau. Et donc, on savait qu'on pouvait garantir 10 ans, pièce main-d'œuvre. Vous voyez? Les implants, non. Pas encore au point. Pourquoi? Parce que la profession a mis en place des formations. Vous avez le droit de vous appeler implantologue suivant que vous avez fait une formation. Très bien. De quelle durée? 2 à 40 jours, c'est le même titre. L'hypocrisie est formidable. Hein, formidable. D'accord? Et je suis convaincu que l'assureur complémentaire est obligé de prouver la qualité du service qu'il donne. De toute façon, vous verrez, hein, le bouclier sanitaire, on va le faire. Et il y a la moitié des assurés qui vont s'apercevoir qu'ils n'ont aucune raison de payer une complémentaire santé. Donc ça va redistribuer les cartes. Hein. Si la mutualité est violemment hostile au bouclier sanitaire, c'est aussi à cause de ça. C'était donc la dernière question et réponse. Monsieur le Président, je voulais, au nom de l'ESSEC, au nom de notre partenariat avec Paris Descartes, vous remercier de votre participation, de votre franc-parler, de votre vision également, et également à tous nos participants d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous. Merci.